Bonjour Charles d'Anjou et bonjour à tous vos téléspectateurs que je salue. Je rappelle que vous êtes président de l'UPR, vous êtes ancien haut fonctionnaire et que nos amis auditeurs peuvent vous retrouver sur la chaîne de l'UPR qui s'appelle UPR TV. UPR TV. Parfait. Alors pour décrypter l'actualité ensemble, on va démarrer avec, je dirais malheureusement, l'assassinat de la semaine, si on peut appeler ça comme ça. C'est celui de Charlie Kirk aux États-Unis, cet influenceur conservateur qui a fait une partie de la campagne présidentielle du candidat Donald Trump, qui a beaucoup aidé Donald Trump à, je dirais, à ratisser le plus largement possible dans la jeunesse américaine. C'est quelqu'un qui était connu vraiment pour aller même quasiment débattre avec les wokistes en tête à tête, en one-to-one, dans des shows, dans des universités, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Est-ce que cet assassinat par le suspect qui a été arrêté, qui serait issu d'une famille conservatrice, mais lui-même ayant dérivé très largement vers le wokisme, vous a surpris? Et qu'est-ce que ça dit, selon vous, peut-être d'une radicalisation du climat politique aux États-Unis? Oui, alors c'était un. Je vais redire ce qu'on a lu beaucoup, parce qu'en France on ne le connaissait pas beaucoup, mais c'était un type qui avait une trentaine d'années, 31 ans je crois, et qui s'était fait en effet un peu le porte-parole d'une espèce de révolution morale conservatrice chez les jeunes Américains, qui ne veulent plus entendre parler de toute une série de vaches sacrées qui leur avaient été imposées au cours des années, voire des décennies précédentes, dans tous les domaines, en particulier sous l'influence du Parti démocrate, mais pas seulement. Donc il s'attaque au wokisme, il s'attaque, ou en tout cas il remet en cause le bien fondé de l'IVG, il remet en cause, il avait tenu des propos qui sont jugés par les détracteurs en France notamment comme absolument scandaleux. Il a tenu des propos où il montrait qu'il privilégiait plutôt les femmes au foyer. Enfin, on a l'impression d'un retour un peu à la mentalité des États-Unis et de l'Occident, disons d'avant les années 60, d'avant la Révolution 68, hein, en gros. Je suis d'ailleurs de ceux qui considèrent que un des grands bouleversements de l'Occident, c'est ce qui est arrivé dans le courant des années 60, qui commence, on peut le dire d'une certaine façon, par le Concile de Vatican II, qui va mettre à bas toute une série de fondements de l'Église catholique traditionnelle, qui se poursuit avec l'assassinat de Kennedy, puis qui voit arriver cette révolution qui est vraiment importante, qui est la révolution, j'allais dire, musicale, hein, l'arrivée des Beatles, des Yéyés, des cheveux longs, etc. Ça, c'est quelque chose qui me fascine parce que moi, je me rappelle quand j'étais enfant, quand j'étais petit ou adolescent, il y avait le monde de mes grands-parents, et puis il y avait le monde moderne avec des rythmes, il y a derrière ça des phénomènes civilisationnels très puissants. Si par exemple vous allez dans le monde musulman, vous n'entendez pas du tout la musique occidentale. Vous avez les pays qui sont sous domination américaine, les pays de l'OCDE, vous avez cette musique, la musique rock, etc., qui est venue dans les années 50-60. Mais vous allez en Inde, non. Vous allez au Moyen-Orient, non. Donc c'est vraiment des. Je crois que je ne sais pas s'il y a jamais eu des gens qui ont vraiment théorisé là-dessus, mais c'est important. Quoi qu'il en soit, cette vague a fait la Révolution 68, la révolution des mœurs, et sur laquelle nous sommes un petit peu, et dont finalement le wokisme, le LGBTisme et la théorie du genre ne sont finalement que les dernières fusées de ce feu d'artifice qui a commencé dans les années 68. Et donc ce Charlie Kirk, lui, représentait, vous savez, l'histoire s'est faite toujours de scansion, hein. C'est toujours un phénomène ondulatoire, comme beaucoup de choses dans la vie. Après des phénomènes d'ouverture, il y a des phénomènes de fermeture. Après des phénomènes de progrès, il y a des phénomènes de régression. Après des phénomènes de libéralisme, il y a des phénomènes de dirigisme, etc. Et en fait, ce qui se passe aux États-Unis, dont Trump d'ailleurs est la partie émergée de l'iceberg, dont ce Charlie Kirk qui était l'un des vecteurs dans la jeunesse américaine, ça témoigne quand même d'un retour de l'Occident en général, en tout cas des États-Unis, mais qui donne le là ensuite dans l'Occident, un retour vers des valeurs ancestrales, des valeurs anciennes. Alors ça, c'est le premier point fondamental, et effectivement, c'est devenu la bête noire des démocrates. Ça, c'est le premier point. Il avait effectivement du courage, puisqu'il allait sur les campus avec son slogan, hein, qui était "Prove me wrong", c'est-à-dire "prouvez-moi que j'ai tort". Et donc il débattait, il réintroduisait une espèce de ce qu'on a connu à la Renaissance, la disputatio, hein, c'est-à-dire
des débats fondamentaux. Pointant ainsi d'ailleurs du doigt au passage quelque chose qu'on voit bien, nous, en France, c'est l'effondrement du débat démocratique dans les pays occidentaux. En France, moi, je l'ai bien vu, j'étais aux premières loges pour le voir lors de la campagne présidentielle de 2017. Il n'y a plus de débat pour les élections présidentielles, a fortiori pour les autres. Pourtant, l'élection présidentielle en France devait être le lieu du débat, où on devrait approfondir les sujets, mais pas du tout. Vous vous rappelez comment c'est organisé. D'abord, vous avez très très peu d'émissions avec les différents candidats. Ce sont des émissions où on reçoit chaque candidat. Et puis, on a l'impression que les journalistes ont une espèce de feuille de route. Il y a les candidats qu'il faut pousser, promouvoir. Macron a été présenté aux Français comme le Mozart de la finance, un génie. On n'avait jamais vu ça, un truc extraordinaire. Il allait réussir à relever le pays. Ça allait être formidable. Ça a marché. Parce qu'il a eu 25% du temps de parole, il a eu tous les journaux, tous les commentaires, tous les instituts de sondage, etc., etc. Vous aviez après ça ce que j'appelle un peu les comparses, hein, c'est-à-dire des opposants que l'on essaie, parce qu'on ne peut pas avoir un candidat unique, donc il faut quand même qu'il y ait quelques opposants, mais des opposants qui ne vont jamais au fond du sujet. Et puis il y a les candidats qu'on ne montre pas, et moi j'étais le candidat qu'on ne devait pas montrer. Donc il n'y a pas eu de débat. Et d'ailleurs encore aujourd'hui, je parle d'affaires qui remontent à il y a 10 ans, mais même en France, aujourd'hui par exemple, le mouvement que j'ai créé il y a maintenant 18 ans, en ce moment on a le vent en poupe, parce qu'il y a quand même beaucoup de Français quand même qui commencent à comprendre que ça n'a plus du tout, que les questions européennes sont au centre de tous les sujets en fait. Hein. Et donc on a le vent en poupe, mais malgré ça, il n'y a toujours aucun débat de fond dans aucun journal, dans aucun média, sauf les médias de la chaîne d'Internet qui font un travail, le vôtre, mais les autres, heureusement que vous êtes là, sinon il n'y aurait plus rien. Mais dans les médias mainstream, il n'y a plus du tout de débat. On a vu avec le scandale le grand Patrick Cohen. Moi, j'ai ressorti une vidéo en 2017, Patrick Cohen, qui est quand même un journaliste payé sur fonds publics, sur un média public, payé par le contribuable, qui avait dit face à Antenne un auditeur qui disait il faudrait inviter François Asselineau, il avait dit non, je n'ai pas envie d'inviter quelqu'un qui dit n'importe quoi. Oui. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Alors justement, l'UPR est un parti, vous avez des milliers d'adhérents, vous êtes très suivi sur YouTube. Est-ce que justement, avant de passer sur les questions européennes, est-ce que ces questions de wokisme, ces questions sociétales, est-ce que ça fait partie des inquiétudes de vos adhérents et plus largement de vos électeurs ? Oui. On ne peut pas dire que ça n'en fasse pas partie. Mais comment dire ? Ce que j'ai essayé de faire avec ce mouvement politique, et on y parvient, c'est à dégager une hiérarchie de priorités. C'est-à-dire que pour nous, ces phénomènes LGBT, woke, etc., ne sont que l'un des sous-produits nocifs, toxiques, de notre soumission à une espèce d'état profond d'oligarchie euro-atlantiste qui a mis la main sur le pays par l'intermédiaire de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Voilà. Et c'est pas une vue de l'esprit, parce que ces phénomènes de wokisme, etc., on les retrouve comme par hasard dans tous les pays de l'Union européenne. C'est bien. En revanche, vous n'avez pas ça si vous allez au Moyen-Orient, si vous allez au Maghreb, si vous allez en Russie. Donc, c'est pas un phénomène cosmique, si vous voulez. C'est pas un phénomène climatique qui s'imposerait à la Terre entière. C'est très localisé politiquement chez les pays sous domination américaine. C'est un peu comme sous cet angle-là qu'on le voit. Et sachant que par ailleurs, le mouvement politique que j'ai créé est un mouvement qui se veut et qui est en effet d'extrême, comment dirais-je, d'extrême centre, ou si j'ose dire, ou d'extrême sagesse. C'est-à-dire que nous refusons à la fois d'être classés à l'extrême droite ou à la fois d'être classés à l'extrême gauche, pas par vanité ou par élégance, c'est parce que ce que nous expliquons aux gens qui veulent bien nous écouter, ce qui est rare, et que nous expliquons que la pointe de la pyramide dont il faut se sauver, c'est notre appartenance à l'UE, à l'euro et à l'OTAN. Et nous expliquons que, comme dans les grands moments de notre histoire nationale, le problème vient de ce qu'on a volé aux Français, leur souveraineté, leur indépendance nationale. C'est-à-dire, en fait, on leur a volé le droit de décider. Les affaires woke LGBT, par exemple, c'est pas les Français qui en ont décidé. Hein. Pas plus qu'ils n'ont décidé du montant du nombre d'immigrés, pas plus qu'ils ne décident du Mercosur, pas plus qu'ils ne décident de la guerre en Ukraine, etc. On est dirigé
par des forces que les Français ne voient pas, en fait. Et tout ceci se situe dans ces 3 lieux de pouvoir décisifs pour la France, que sont la Commission européenne, qui bénéficie des traités européens, la Banque centrale européenne qui fixe la politique monétaire, ce qui fixe l'essentiel en matière économique et financière, et Washington qui fixe l'OTAN. Alors ce que nous expliquons, c'est que pour sortir de ça, comme dans les grands moments de notre histoire où la même chose s'était produite, il faut que tous les Français qui veulent libérer la France d'une sujétion à des forces étrangères se rassemblent. Or, l'histoire de France montre que ça s'adresse aussi bien à des gens de droite qu'à des gens de gauche. On l'a vu ô combien en 1940-44, puisqu'il y avait d'un côté des forces de droite, même d'extrême droite d'ailleurs, la Cagoule par exemple, ou Emmanuel d'Estienne-d'Orves, qui était un monarchiste, ont fait partie des martyrs de la Résistance. Et puis De Gaulle lui-même était plutôt de droite, mais aussi à l'époque l'extrême gauche avec le Parti communiste. Et on a pu avoir un Conseil national de la résistance qu'en ralliant les deux. Et le même phénomène, on a pu l'observer en 2005, lors du non des Français à la Constitution européenne, avec 55% des Français qui ont voté non. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est absolument décisif. Et ça, malheureusement, je vois des quantités de gens qui me disent qu'il faut faire l'union des souverainistes, il faut être tous derrière Zemmour. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que si il y a eu 55% de gens qui ont voté non à la Constitution européenne, qu'on a donc fait échec à ce projet, c'est parce qu'il y a eu 30% qui venaient de la droite et 25% qui venaient de la gauche. Et qu'il y a beaucoup de gens de droite qui ont voté pour la Constitution européenne et beaucoup de gens de gauche qui ont voté pour la Constitution européenne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ne veulent plus faire de référendum, parce que les référendums permettent justement ce que les politologues appellent la fongibilité des électorats, parce que vous votez oui ou non, vous ne savez pas qui a voté oui, qui a voté non. Et donc le non a drainé des forces qui venaient de l'extrême droite, de l'extrême gauche et de la gauche. Voilà. Et nous, on veut refaire ça en termes politiques. Voilà. Parce que nous ne pourrons pas sortir de l'Union européenne si on se met tous à droite ou bien tous à gauche. C'est quand même pas très compliqué à comprendre. Mais nous nous heurtons à des forces qui, justement, ne le veulent pas. Et on a notamment les médias des oligarques qui, depuis maintenant un certain temps, essayent absolument de faire en sorte que nous rallions le bataillon des gens qui sont avec Zemmour, avec Villiers, avec ci, avec ça, sur des thématiques qui préoccupent les Français, c'est vrai, comme l'immigration. Mais vous voyez bien que Zemmour, par exemple, ou Madame Le Pen, ou Bardella, Madame Clafaux, Madame Maréchal, Monsieur de Villiers, en fait, ne veulent pas sortir de l'Union européenne, de l'euro ni de l'OTAN. Alors Villiers, s'il vient de le dire, mais bon, ça varie sans arrêt. Mais on a des forces qui ne veulent pas ça. Et donc, ce que nous disons, on essaie de s'en tenir à l'engagement qu'on a pris avec la charte de notre mouvement, c'est de rassembler des Français de tous les horizons. Et ça marche, en fait. Ça marche parce qu'il y a effectivement des gens qui comprennent. Mais, vous l'avez vu, la sanction que nous avons, c'est que nous sommes interdits d'antenne parce que quelqu'un comme la famille Bolloré, ils ne sont pas les seuls. Les gens qui tiennent les grands médias en France, Bolloré, c'est quelqu'un qui, en 2009, il avait une fortune de 2,1 milliards d'euros. Et en 2024, 15 ans après, il avait une fortune de 11,1 milliards. Il a multiplié par 5 sa fortune. Et c'est vrai d'ailleurs dans le monde occidental. C'est-à-dire que c'est la fiesta pour les multimilliardaires qui bénéficient à plein de quoi ? De la libre circulation des mouvements de capitaux, qui est gravée dans le marbre des traités européens. De la libre circulation des services, de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des forces de travail. Donc, on a affaire à des oligarques qui tiennent les médias français qui ne veulent pour rien au monde remettre en cause ce système économique qui découle à la fois de l'OCDE et de notre appartenance à l'Union européenne. Et comme ça se passe mal, on a affaire à CNews en est l'exemple type, on a affaire à une chaîne qui constamment fait croire que le problème numéro 1 de la France, c'est le problème de l'immigration. Je ne dis pas que ce n'est pas un problème. Mais le plus extraordinaire dans cette histoire, c'est que, regardez, M. de Villiers a fait une pétition
et qui n'a aucun sens d'ailleurs, que 50 000 personnes peuvent signer, une même personne peut signer 500 fois. Oui, elle n'est pas sécurisée. C'est pas sécurisé, c'est une opération commerciale parce que ça Juridiquement, s'inscrit. elle ne vaut pas grand-chose. Mais rien du tout. Puis de toute façon, même vaudrait-elle quelque chose. L'exemple, il n'y a pas une seule pétition qui a été suivie des faits depuis des Mais décennies. il a quand Bon. même évolué parce qu'il avait il avait accueilli Emmanuel Macron à bras ouverts au Puy du Fou en Oui, 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 tout à 2017. fait. Oui, oui, mais Et il maintenant, évolue. il a Oui, quand même oui, il évolue beaucoup. Oui, il y a bien une sûr. évolution quand même. Oui, mais il avait aussi été hostile au traité de Maastricht, Philippe de Villiers, comme d'ailleurs quelqu'un que j'ai bien connu qui est Charles Pasqua, comme d'ailleurs Philippe Séguin, etc., comme Jean-Pierre Chevènement. Il y a eu plein de gens qui se sont déclarés hostiles au traité de Maastricht, mais c'est une chose de se déclarer hostile au traité de Maastricht, c'en est une autre que de faire ce que je fais depuis 18 ans, c'est d'expliquer depuis 18 ans que le principe même de la construction européenne est viciée, ne peut pas marcher, ou plus exactement marche trop bien, c'est-à-dire qu'elle aboutit à la destruction des États-nations pour le compte d'une oligarchie qui tire les ficelles. C'est exactement ce qui se passe. Donc, on a affaire comment dire, actuellement, on met en avant, c'est ce que fait M. de Villiers, la question de l'immigration. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est le cas de Zemmour, c'est le cas, comme je le disais tout à l'heure, il ne rappelle jamais que l'immigration découle directement des traités européens et de la politique de la Commission européenne. Les traités européens ont confié, c'est le traité d'Amsterdam depuis le 1er janvier 1999, la politique migratoire de tous les États membres de l'Union européenne a été dévolue à la Commission européenne. Et c'est la Commission européenne qui décide chaque année de faire entrer 4 millions de nouveaux migrants. Voilà. Alors, bien sûr qu'il y a des gens qui disent ensuite, à l'intérieur de l'Union européenne, vous avez comment dirais-je, un Viktor Orban, ou etc., qui va essayer de se battre pied à pied pour éviter qu'il y ait trop de migrants qui entrent dans son pays. Comment ? Pour ses intérêts Pour propres. ses intérêts. Mais si vous regardez à la loupe, vous voyez qu'il y a quand même des migrants qui entrent en Hongrie. Et puis fondamentalement, le problème, il est ailleurs. C'est que la France, elle a une renommée, une histoire, elle a un système social, etc., qui servent de pompe aspirante. Oui. Et donc, une fois que les 4 millions de migrants sont arrivés chaque année dans l'espace Schengen, il y en a un grand nombre qui vont ensuite en France. Mais il est fascinant de voir que c'est depuis... Excusez-moi, ça fait 26 ans. Ça fait 26 ans que le pouvoir fixant la politique migratoire en France a été transféré à l'Union européenne, que la Commission européenne décide de ça, et qu'on fait toujours croire aux Français, y compris d'ailleurs dans cette pétition de M. de Villiers, que ça dépend du gouvernement français d'arrêter l'affaire. Enfin, c'est incroyable. Et puis c'est pire que ça, parce que la Cour européenne des droits de l'homme s'ingère dans les avis d'expulsion. Absolument. Alors absolument, vous avez raison. En plus de ça, on a un phénomène qui accompagne, j'allais dire, cette dépossession des États-nations et des démocraties, et qui est la montée en puissance du pouvoir des juges, que l'on va trouver en France aussi bien chez le juge d'application des peines, mais aussi que l'on va trouver au Conseil d'État, que l'on va trouver au Conseil constitutionnel, et au niveau supranational, qu'on va trouver à la Cour de justice de l'Union européenne, qui fait partie de l'Union européenne, ou à la Cour européenne des droits de l'homme, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, qui est encore en surplomb. Ces institutions, la CEDH notamment, étant des institutions où les Georges Soros et ses affidés sont comme poissons dans l'eau. C'est pas moi qui le dis. Il y avait eu un rapport qui avait été... Il y avait eu tout un article fait par le Figaro en 2018 qui expliquait qu'il y avait toute une série d'avocats à la CEDH qui en fait étaient des salariés de Georges Soros. Oui, il y a une collusion entre l'extrême gauche immigrationniste et finalement ces élites européennes libérales, libertaires. Sur le sujet d'immigration, c'est flagrant. Tout à fait. C'est-à-dire que le clivage de notre époque, c'est pas du tout droite-gauche. Le clivage de notre époque, c'est un clivage entre la souveraineté des nations et le globalisme, comme on dit en anglais, qu'on traduira en français par mondialisme, qui est justement en fait la fin des États-nations avec ce que ça sous-entend, c'est-à-dire le caractère redistributif, le caractère de justice sociale inhérent à un État-nation, pour revenir à une espèce de loi de la jungle, à un nouveau Moyen-Âge, mais dont ce n'est plus le duc de Bourgogne, le comte de Toulouse ou le duc de Berry. Désormais, c'est le patron de Vanguard, le patron de BlackRock, etc., qui sont les nouveaux maîtres de ce monde. Et effectivement, vous avez raison, on a une collusion entre une espèce d'extrême gauche utopique, internationaliste, qui ne veut plus entendre parler des nations,
et puis une oligarchie financière qui a assis son pouvoir sur le capitalisme financier, qui devient multimilliardaire. On a des fortunes absolument colossales un peu partout dans le monde maintenant, et qui se fait au détriment des États-nations. D'où ce sentiment des peuples qui se sentent dépossédés de leur culture, dépossédés de leurs valeurs, dépossédés de leur identité nationale, dépossédés de leur patrimoine, dépossédés de leur niveau de vie, dépossédés de leur démocratie, puisqu'ils votent à droite, ils votent à gauche, et en fait, ils ne se rendent pas compte que tout est déjà décidé ailleurs et par d'autres. Et on en arrive, on reboucle sur le début de votre question. Ce qui se passe aux États-Unis montre le début d'une certaine forme de révolution, de contre-révolution, dont Trump a été un peu l'initiateur, dont Charlie Kirk était, au niveau de la jeunesse américaine, l'un des porteurs de ces aspirations. On voit également ce qui se passe en ce moment en Angleterre, où il y a une espèce de gens c'est une nation qui ne veut pas mourir. Donc on a des phénomènes qui se propagent un petit peu partout. Et c'est le cas aussi en France, et c'est le cas dans un certain nombre de pays. On pourrait dire d'ailleurs, d'une certaine façon, que peut-être c'est en définitive, c'est peut-être l'histoire russe récente qui est aussi à l'origine de ça. Parce que moi, je suis d'une génération, si vous voulez, où dans les années 50, 60, 70, l'internationalisme prolétarien, c'était l'Union soviétique, il y avait eu toute cette théorie sur l'apparition de ce que certains avaient surnommé Homo soviéticus, hein, c'est-à-dire que c'était plus Homo sapiens sapiens, qui est l'espèce à laquelle nous appartenons, mais qui avait une espèce d'un genre nouveau qui était l'homme politique. C'était Zinoviev, hein, qui avait lancé ça. Il y a des passages extraordinaires dans le C'était de Gaulle de Perfit, où vous avez... les gens savaient, par exemple, que le général n'appelait jamais l'URSS. Il disait jamais l'URSS, ni les soviétiques. Il disait toujours les Russes. Et alors, au Quai d'Orsay, il y avait des jeunes qui avaient une trentaine d'années à l'époque, dans les années 60, qui se tapaient sur les cuisses en disant « le pauvre vieux », en parlant de Gaulle, il n'a rien compris, c'est fini. La Russie, c'est terminé, c'est pour toujours et tout jamais. Maintenant, c'est l'URSS. Tout a été mis à bas. Maintenant, c'est l'homme soviétique, etc. Et De Gaulle avait cette parole en disant que pas du tout, que les peuples sont comme le cèdre, ils ne meurent jamais. Il avait dit aussi que l'URSS, la Russie, boira le communisme comme le buvard boit l'encre, et ça serait toujours la Russie. On le considérait comme une vieille badère, enfin pas tout le monde, mais enfin il y avait les bien-pensants de gauche à l'époque le considéraient comme une vieille baderne qui ne comprenait rien à l'évolution du monde. En fait, pas du tout. Il avait la hauteur de vue nécessaire de voir l'évolution des peuples et des nations. Or, ce qui s'est passé à la fin de l'URSS, le traumatisme incroyable que ça a été quand même. Il faut quand même le PNB qui s'effondre, PIB qui s'effondre dans toutes les républiques. Il y a eu quand même des périodes de troubles considérables. La mainmise des oligarques avec Boris Yeltsin, qui est quand même un des pires moments de l'histoire russe contemporaine. Et puis, ce que j'appelle un peu le miracle Poutine, pas miraculeux en ce sens qu'il y a eu dans la population, enfin dans les élites russes, ils ont sorti ce type qui venait des services de renseignement et qui a réussi à rétablir la Russie sur des bases millénaires, en fait. Parce que il ne faut pas se leurrer. Enfin, ce à quoi pense Poutine, c'est certainement Pierre le Grand, la grande Catherine de Russie et Staline. C'est un mélange de tout ça, hein. C'est-à-dire rétablir la grande Russie. Et je suis convaincu que Poutine doit avoir sur sa table de nuit les ouvrages de Gaulle sur notamment les mémoires de guerre. Parce qu'il y a tellement de choses que Poutine fait qui sont d'inspiration gaulienne que c'est très impressionnant. Et ce qui est nouveau, moi je me rappelle, quand je suis sorti de l'ENA en 85, j'étais allé en URSS à l'époque, c'était Gorbatchev qui venait de prendre le pouvoir, et qui venait de lancer une campagne anti-alcoolique. Il avait pris le pouvoir le 11 mars 85, j'étais allé en juillet 85, parce que ça partait dans tous les sens, en fait. Un peu comme chez nous, la consommation de drogue, ça part, le tissu social est en train de... Et donc Gorbatchev avait voulu reprendre les choses en main. Il s'était heurté à la déliquescence générale, parce que ça c'était 85, et puis 86, c'est Tchernobyl qui témoigne des dysfonctionnements majeurs qu'il y a au sein de tout l'appareil d'État. Et puis 87, c'est Gorbatchev qui va lancer la politique de Perestroïka et Glasnost, transparence et restructuration, lever la censure, et qui va en fait mener à l'explosion du système. Mais donc à l'époque, on avait un pays en perdition. Et je suis retourné en Russie il n'y a pas très très longtemps. J'étais allé en 2015. C'est un pays en pleine
alors que ça plaise ou pas aux gens qui nous écoutent, c'est autre chose. Mais toutes les personnes qui connaissent l'évolution de la Russie ont vu que c'est un pays en pleine renaissance et qui a remis sur le devant de la scène des valeurs ancestrales, notamment l'Église orthodoxe. Hein. Il y a la famille impériale qui avait été assassinée à Yekaterinbourg a été exhumée, enterrée en grande pompe à Saint-Pétersbourg, vous savez, à l'église Saint-Pierre et Paul, face au Palais d'Hiver. Ils ont été canonisés par l'Église orthodoxe. Maintenant, vous allez, que ce soit à la Tsarskoye Selo, qui a retrouvé son nom, ou bien que ce soit à Yalta, où vous pouvez voir dans le palais de Livadia, le palais d'été de la famille impériale, tous les appartements ont été reconstitués avec la photo de l'empereur, etc. Et vous avez tout un peuple russe qui s'est réapproprié son histoire. Et ça, je crois que c'est vraiment important, parce que ça, c'est vraiment ce qu'a fait Poutine. C'est une réappropriation de son histoire par le peuple russe après les utopies du XXe siècle. C'est ce que fait également Xi Jinping. Lorsque la Chine est sortie de l'utopie maoïste, vous avez eu Deng Xiaoping qui a, sans jamais le dire, mais a changé de régime sans jamais le dire, en créant des zones économiques spéciales pour réintroduire, sans le dire, le capitalisme à l'état natif, pour redonner une force, une puissance à l'économie chinoise. On a vu d'ailleurs les résultats qui sont plus qu'extraordinaires. Et en même temps, on a réhabilité en Chine la pensée chinoise traditionnelle, le confucianisme, la pensée de Lao Tse, etc., etc. Et avec une grande fierté dans son histoire plurimillénaire, que d'ailleurs Xi Jinping a encore célébré là, lorsqu'il a fait le défilé militaire. Donc moi, ce que je pense, c'est que c'est un phénomène planétaire. On est sorti de l'ère du XXe siècle. La Russie est sortie par l'URSS. La Chine est sortie de l'utopie maoïste. On a l'impression maintenant que c'est les pays occidentaux qui, peut-être qu'à un cas, sont en train d'essayer de sortir de cette utopie qui a commencé dans les années 60, un petit peu du il est interdit d'interdire, l'esprit 68 art, etc., etc. Ouais. Et on a l'impression que c'est un peu ça, en fait, dont on voit les prémices un petit peu partout. Et la construction européenne, qui est une construction supranationale, qui emprunte énormément de points communs à la construction du socialisme, je l'ai souvent expliqué, c'est pas la même chose, et pourtant ça agit sur les mêmes ressorts. La construction du socialisme, elle était fondée sur la négation de l'intérêt individuel. C'est pas parce qu'on niait les intérêts individuels qu'ils cessaient d'exister, mais du coup, les gens ne fichaient plus rien. La construction européenne, elle est fondée sur la négation des intérêts nationaux, mais c'est pas parce que vous dites ça que ça les fait cesser. Et vous avez au sein de l'Union européenne des pays qui défendent bec et ongles leurs intérêts nationaux, ouais, beaucoup mieux que d'autres, notamment la France qui les défend très, 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 très mal. Et de la même façon que la construction du socialisme a fini par aboutir à un blocage généralisé, c'est ce qui se passe en Europe, avec la remise en cause de plus en plus de la liberté d'expression sous couvert de lutte contre le terrorisme, ouais, etc. Eh bien, on a affaire à la même chose. Et on voit qu'on est dans une impasse, en fait. Qu'on est dans une direction qui est une impasse. Vous avez fondé, vous l'avez dit, l'UPR il y a 18 ans. Aujourd'hui, il y a cette vague anti-woke qui est née aux États-Unis, terre de naissance du wokisme, qui arrive, on le sent, en Europe, qui arrive en France. Est-ce que, là, aujourd'hui, vous diriez qu'il y a une sorte de prise de conscience des Français, de droite comme de gauche, qui s'accélère non seulement sur le wokisme, mais aussi sur la question européenne, sur la question de ces élites européennes? Est-ce que vous sentez aujourd'hui que finalement la cause que vous portez depuis 18 ans, eh bien, elle est en train de grandir, et je dirais que de plus en plus de Français commencent à comprendre ce que vous expliquez depuis toutes ces années? Alors, je crois que c'est incontestable. Comme je le dis dans mon entourage, c'est un petit peu, vous savez, on s'inspire de la pensée de Gramsci, vous savez, c'est le révolutionnaire italien du début du XXe siècle, qui était qu'un communiste, qui disait qu'il faut d'abord gagner la bataille des idées. Il y a 18 ans, quand j'ai créé l'UPR, quand j'ai expliqué autour de moi qu'il fallait sortir de l'Union européenne, c'était un message incompréhensible pour beaucoup. Les gens d'abord, les gens pensaient que ça n'était pas possible. Les gens pensaient que j'étais tombé sur la tête
Parce qu'on avait eu droit à des décennies et des décennies d'explications que l'Europe c'était la paix, que l'Europe c'était formidable, n'avait que des avantages et aucun inconvénient. Quand j'expliquais ça donc, dans les années 2007-2008, ça passait. J'étais quand même assez précurseur, parce que c'était quand même 13 ans avant le Brexit, qui a eu lieu en 2020. Donc il n'était d'ailleurs pas du tout question de quelque pays que ce soit qui sorte de l'Union européenne, puisqu'elle était fondée sur le même mythe que la construction du socialisme, c'est-à-dire l'irréversibilité. Hein, il y avait un processus historique irréversible. Donc je peux vous dire qu'il y a 18 ans, quand j'ai écrit l'UPR, c'est un discours qui ne passait pas du tout. C'est un discours qui passe de mieux en mieux et j'ai l'impression que les choses se sont accélérées. J'allais dire, il me semble, il y a eu, en tout cas en France, il y a eu une espèce de convergence. D'abord, ça a pris en crédibilité avec le Brexit. Puisque les gens se sont rendus compte que ça pouvait quand même, il pouvait y avoir une réversibilité. Alors le résultat au Royaume-Uni n'est pas mirobolant. Certains me disent oui, mais regardez ce qui se passe au Royaume-Uni. Comme je l'ai toujours dit, sortir de l'Union européenne n'est pas un gage d'être dirigé par des gens compétents, hein, ou des gens qui veulent le bien. Actuellement, le Royaume-Uni est aux mains de Keir Starmer, qui justement est un wokiste, etc. Mais lorsque les gens disent que les Britanniques se mordent les doigts d'avoir choisi le Brexit, il faut qu'ils aillent regarder les statistiques des instituts de sondage sur les prochaines élections. C'est le parti de Nigel Farage, c'est Nigel Farage, le père du Brexit, et qui est en tête, qui est en tête de très très loin sur les autres. Donc c'est pas du tout, c'est ce que l'on raconte en France contre le Brexit est absolument partisan. Bon. Mais je dirais qu'il y a une accélération actuellement, il y a vraiment une procédure d'accélération. J'espère que nous y avons été pour quelque chose, certainement, mais il y a aussi, parce que je dis certainement parce qu'on a des scores très impressionnants sur Internet. Vous avez de nouvelles personnes qui arrivent, qui n'étaient pas du tout ah oui, on a vraiment des gens il y a 6 mois, oui, il y a oui, un an. Oui. Parce que ce qui a accéléré le phénomène, il y a la guerre en Russie quand même, hein, ce qui se passe en Russie qui inquiète quand même. Il y a le fait que de plus en plus de Français quand même commencent à comprendre qu'on leur raconte des carabistouilles. La Russie, ça joue un rôle important dans cette histoire. Parce que la France, elle a un rapport particulier avec la Russie. Il y a une tradition très philo-russe en France, hein, très favorable à la Russie. Comment, par exemple, Pierre le Grand avait été reçu à Paris, à la Monnaie de Paris, dans les années 1720. Le petit Louis XIV était mort en 1715. En 1720, il doit y avoir le jeune Louis XV qui doit avoir une dizaine d'années. Et donc, il y a Pierre le Grand qui est un géant. On a des gravures, il y a une monnaie qui a été frappée. On chantait déjà l'alliance franco-russe. Et puis, bien sûr, ça a été magnifié en 1894-1896 avec les voyages respectifs de Félix Faure en Russie, et puis en 1896 de Nicolas II et de sa femme à Paris, à Cherbourg, etc., pour lancer l'alliance franco-russe. Donc il y a une tradition en France favorable à la Russie qui a trouvé à s'exprimer avec le soutien fondamental de la Russie avec la Première Guerre mondiale, puisque les taxis de la Marne n'auraient jamais réussi s'il n'y avait pas eu sur le front russe une offensive russe contre les forces allemandes, et puis qui a trouvé évidemment à s'exprimer pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais on a aussi une tradition anti-russe en France. On a une tradition atlantiste, on a une tradition néoconservatrice. Oui, néoconservatrice, mais qui a aussi toujours existé. Et donc, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale, la Russie était montrée comme le camp du judéo-bolchevisme. Voilà, et on reprochait à De Gaulle, d'ailleurs, d'être un agent judéo-bolchevique. C'était la propagande de la collaboration avec les nazis. Et puis après ça, l'après-guerre, le camp soviétique, la tyrannie soviétique qui s'est abattue avec le communisme, tout ça n'a pas favorisé le rapprochement. Mais néanmoins, rappelez-vous que De Gaulle, en 1966, il va quand même faire le voyage en Russie. Il lance la politique de détente, hein, ce qui prouve qu'il avait de la suite dans les idées. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour lui, ça n'était finalement qu'un épiphénomène, le régime soviétique, et qu'il fallait toujours voir au-delà de ça, au-delà de la succession des régimes. Lui, il avait toujours en tête la Grande Russie. Et finalement, aujourd'hui, il avait raison. Voilà. Alors ça, je dis tout ça parce que on a eu en France un très fort parti communiste.
En 1947, il y a 29% des suffrages, c'est considérable, je ne sais pas si vous voyez. Le Parti communiste français totalement inféodé à Moscou, hein, avec Maurice Thorez, etc. Et il en reste quelque chose aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a dans la population française, je dirais, il y a facilement, à mon avis, une trentaine de pourcents de gens qui n'acceptent pas qu'on fasse la guerre à la Russie, qui n'acceptent pas le discours actuel anti-russe, etc. Il y a aussi d'autres personnes qui sont plus raisonnables, plus réalistes et qui se disent mais on va pas faire la guerre, c'est quoi notre intérêt avec l'Ukraine? Et les gens découvrent à cette occasion que la construction européenne, qui devait être une œuvre de paix, nous entraîne vers la guerre en fait. Que l'OTAN et la construction européenne. Donc ça, je trouve vraiment, ça fait... Les gens commencent à réaliser ce qui se passe. Et puis, par ailleurs, il y a le désastre de la présidence Macron. Écoutez, il n'y a pas de secteur de l'activité où ça ne soit pas un désastre. Voilà. On nous avait expliqué que avec Maastricht, ça serait plus de croissance, plus d'emplois, etc. On a l'industrie qui est en pleine dégringolade. On a l'agriculture qui est en pleine dégringolade. On a l'immigration torrentielle. Les gens qui veulent bien m'écouter, heureusement, sont de plus en plus nombreux, comprennent qu'en fait... C'est moins tant, finalement, Macron qu'il faut fustiger que d'abord et avant tout le fait d'être dans cette structure qui s'est donné pour objectif d'hétérogénéiser le continent européen délibérément. Enfin, on en trouve d'ailleurs la pensée chez Koudenov-Kalergi, hein, dans la Pan-Europe au début du XXe siècle. Donc, il y a de plus en plus de gens qui écoutent mes vidéos, qui vont se renseigner et qui disent mais finalement Asselineau a raison. Et ils découvrent les articles des traités européens qu'on leur avait sciemment cachés. De telle sorte qu'il y a quand même quelque chose qui bouillonne en ce moment dans la société française, avec aussi quelque chose d'important, c'est que tous les modes traditionnels de protestation qui sont d'abord les élections, deuxièmement, les manifestations, les pétitions, etc., ne débouchent jamais sur rien. En 1984, il y avait eu 2 millions de personnes dans la rue en France pour protester contre le projet de loi Savary, sous Mitterrand, qui voulait supprimer toutes les écoles confessionnelles. Toutes les écoles libres devaient être dans un cadre unique, chapeauté par l'État. Ça avait fait grand bruit, notamment dans tous les départements de l'ouest de la France, la Loire-Atlantique, la Vendée, etc., où il y a beaucoup d'écoles confessionnelles, il y en avait beaucoup à l'époque, mais pas seulement là. Et on avait vu un peu la droite catholique française défiler, qui s'était opposée virulemment à Mitterrand, et il y avait eu 2 millions de Français dans les rues. Et résultat des courses, mais Mitterrand, il avait fini par flancher. Reculer. Voilà, il avait dégagé Savary, il avait retiré le projet de loi. Voilà. Il avait reconnu son erreur, il avait fait son mea culpa. Ce qui, à mon avis, d'un point de vue de haute politique, est bien. C'est l'application de ce que dit, vous savez, Confucius, qui dit la seule véritable erreur, c'est de ne pas corriger ses erreurs. Et en fait, les Français ils avaient vu que Mitterrand avait quand même mordu la poussière, mais en 88, ils vont réélire Mitterrand quand même. Alors que nous sommes dans un autre univers maintenant où, lorsqu'il y a eu les Gilets jaunes, il n'y a pas eu rien qui a été cédé. Macron a envoyé les LBD. Voilà. Oui. On a éborgné les gens. Et les manifestations, il y a des gens qui font des manifestations tous les samedis depuis des années. Les gens tournent en rond. Les manifestations, d'ailleurs, on l'a vu ces jours-ci. Il y avait eu, vous savez, le 10 septembre, on allait voir ce qu'on allait voir. Moi, j'ai été de ceux qui ont dit... D'abord, j'aime pas trop ce genre de choses. On ne sait pas qui lance, qui a fixé la date, qui a fixé le nom. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'analyse, etc. C'est un peu du romantisme, en fait. Dans le meilleur des cas, c'est du romantisme. Dans le pire des cas, je me demande si parfois il n'y a pas des officines proches du pouvoir qui font ça. Parce qu'au bout du compte, tout ça fait du désespoir. Les gens, ils manifestent et puis c'est du désespoir. Et là, il y a actuellement, je trouve, on l'a vu aussi, donc le 10, ça a foiré complètement. Le 18, c'était les syndicats. Bon, c'était surtout des permanents de la CGT, de la CFDT. Oui. Donc quand ils font un défilé à Paris, ça fait du monde. Mais il n'y a rien de très extraordinaire. D'ailleurs, on ne voyait pas très bien quelle était la finalité. Et donc, ce que j'espère, en tout cas, pour répondre à votre question, c'est j'espère qu'il y a de plus en plus de Français qui se saisissent du sujet politique. Parce que tout a été fait pour évacuer l'importance de la politique. La politique, c'est du sérieux. Et nous, ce que nous essayons d'apporter depuis 18 ans, c'est une analyse précise,
un programme précis, un outil, politique, un appareil politique précis pour gagner des batailles électorales. Alors évidemment, certains ricanent en disant vous avez des très mauvais résultats. Je n'ai pas dit qu'on avait d'excellents résultats, mais là on touche du doigt un autre phénomène qui est le verrouillage des médias mainstream par l'oligarchie. Tout ça a été parfaitement théorisé. Est-ce que les gens qui me brocardent sur le fait que j'avais fait 0,93% des suffrages en 2017, ils ne veulent pas regarder en face le fait qu'à l'époque, il y avait peut-être que 5% des Français qui me connaissaient au moment de voter. C'est ça le truc. Et en revanche, c'est les gens... pourquoi est-ce que les Français ont élu Macron ? C'est bien parce qu'ils ont été hypnotisés par la télé. Une campagne médiatique c'est ça. Pro-Macron. On ne savait même pas quel était son programme. Oui. Voilà. Donc j'espère, moi, qu'on ne va pas recommencer en 2027. J'espère que les Français vont avoir cette sagesse de se dire on ne va pas maintenant à voter pour quelqu'un qui a 30 ans, comme si vous voyez qui je veux dire. Ouais. Voilà, ça c'est pas possible. Donc il faut que les Français, et ça c'est dans les Français, les Français doivent se ressaisir. Et moi, ce qui me fait mal, qui me rend triste, je lis parfois sur des chats, sur des forums, sur des journaux, des choses comme ça, des gens qui sont désespérés, il n'y a plus personne, etc. Si, il y a des gens, il y a nous notamment, mais il y a énormément de Français qui ne nous connaissent pas encore. Donc le vrai scandale démocratique, il est là. Ça, c'est le constat négatif. Le constat positif, c'est que quand même, ça s'effiloche. Les grands médias, les grands journaux sont tous dans une situation financière épouvantable, que ce soit Libération, Le Parisien, Le Point, etc. Ils ne font que des plans sociaux parce qu'ils ne vendent plus leurs trucs. On a une montée en puissance des médias alternatifs sur Internet qui est quand même très impressionnante. C'est quand même ce qui a failli se passer en Roumanie, le rôle joué par TikTok en Roumanie. Et je pense que de plus en plus, on va voir ça se produire en France, sachant que la France est un pays qui, traditionnellement, quand il y a des grandes révolutions technologiques, etc., est toujours un petit peu en arrière. Ouais. Mais je pense et j'espère que le poids des grands médias oligarchiques, j'allais dire, va s'atténuer notamment lors de la prochaine présidentielle en 2027. Alors, depuis quelques années, l'histoire s'accélère. Vous l'avez confirmé en parlant des gens qui vous contactent et qui adhèrent à l'UPR, qui votent pour vous. Brexit, Covid, Gilets jaunes, mouvement anti-woke qui est en train de monter. Comment peut réagir cette élite européiste? On sent quand même une crispation, on le voit avec Emmanuel Macron, vous disiez il ne répond pas aux Gilets jaunes, il fait comme si ça n'existait pas. Il a des propos extrêmement arrogants sur tout ce qui concerne les affaires nationales, sur le peuple français qu'il n'aime pas, etc. Est-ce qu'il peut y avoir davantage de crispation et quels peuvent être les leviers de ces élites européistes, mondialistes, pour, je dirais, durcir et conserver le pouvoir? Alors, votre question m'amène à faire une toute petite précision, c'est que vous avez 1000 fois raison, j'ai oublié de citer, et c'est très important, c'est l'affaire de la Covid. Parce que la Covid a joué aussi son rôle dans l'évolution des esprits. Le Covid, ça a été une espèce de psy-op, une opération psychologique au niveau mondial et au niveau occidental. Et il y a quand même beaucoup de gens qui se sont rendus compte avec le Covid, mais qu'en fait, ceux qu'on traitait de complotistes, de conspirationnistes, ils disaient quand même des choses vraies. Ils se sont rendus compte que l'esprit occidental, ce qui a fait la grandeur de l'Occident, c'est justement la capacité de douter. C'est Descartes, c'est le doute méthodique. Lorsque des gens nous traitent de complotistes ou de conspirationnistes, je dis non, nous sommes cartésiens. Nous estimons que nous avons le droit, face à un discours officiel, de le remettre en cause. Moi, on voulait m'injecter quelque chose dans le corps dont on savait par ailleurs que ce n'était pas validé, que toutes les expériences n'étaient pas validées. J'ai dit non, il était hors de question. Donc là c'est un problème de force de caractère individuelle. Il y a des gens qui ont été victimes de la propagande et d'autres qui ne l'ont pas été. Ça transcende le clivage droite-gauche. Donc c'est cette espèce de force de caractère, de savoir, de remettre en question c'est pareil, par exemple, sur cette marée d'éoliennes qui est en train de défigurer le paysage français et le paysage de certains pays occidentaux.
Il est interdit, semble-t-il, de remettre en cause, mais c'est pas normal. Toutes ces histoires ne sont pas normales. Et d'ailleurs, vous voyez qu'au passage, Trump, lui, justement, s'attaque aussi à ces questions comme la question climatique. Moi, je veux bien admettre qu'il y a un réchauffement climatique causé par les hommes, mais je vois aussi qu'il y a des très grands scientifiques qui disent que ça n'est pas exact, que c'est faux. On voit des données qui contredisent ça. On voit en ce moment plutôt une période de grand refroidissement au Groenland, en Antarctique, etc. Alors maintenant, on nous explique que le réchauffement implique le refroidissement. Enfin, le GIEC, la science ne se décide pas à la majorité. C'est pas une démocratie. La science, non, comme en début du XVIe siècle, si on avait fait voter tous les scientifiques pour savoir est-ce que la Terre est au centre de l'univers et est-ce que le Soleil tourne autour de la Terre ou est-ce que c'est l'inverse, il y aurait eu à peu près 99% des scientifiques qui auraient dit c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Seul Copernic et Galilée auraient voté contre. Et c'était pourtant eux qui avaient raison. Donc ça, c'est pour montrer effectivement qu'il y a une prise de conscience aussi, je pense, de plus en plus importante que on doit faire retour sur soi-même, on doit exercer sa raison et on doit se défier de ce qui nous est dit dans les grands médias, le passer au crible de la raison critique, en fait. C'est tous les enseignements du XVIIe et XVIIIe siècle philosophique occidental et français. Alors, effectivement, on voit bien qu'un peu partout, la construction européenne d'une certaine façon, mais le globalisme d'une façon générale, est remis en question. D'ailleurs, qu'est-ce que fait Trump lorsqu'il remonte les droits de douane dans le monde entier ? Il a complètement mis de côté l'Organisation mondiale du commerce. Normalement, ça n'aurait pas dû avoir lieu. L'OMC, en fait, est quasiment vidé de substance. Dans le traité de Marrakech qui crée l'OMC, lorsque un État veut remonter, par exemple, des droits de douane, et s'il s'oppose à d'autres, il y a ce qu'on appelle un tribunal des conflits qui est géré à l'OMC. Mais tout ça n'a été... Il y a d'ailleurs aussi ce qu'on appelle les droits consolidés. C'est-à-dire que les États n'ont pas le droit de augmenter les droits de douane s'ils ont été consolidés. Consolidés, c'est-à-dire une proclamation juridique. Trump, il s'est assis là-dessus. C'est ego non minor leo, comme on dit en latin. C'est-à-dire parce que je suis le lion, je m'appelle le lion, c'est la loi du plus fort. Ce dont Macron est incapable sur le Mercosur. Oui, mais parce que Macron... Le problème, c'est que pour avoir ça, il faut avoir les reins solides et il faut être sûr de soi-même, si vous voulez. Macron, un des problèmes de Macron, outre sa personnalité qui a des problèmes psychiatriques, ça, c'est évident, mais outre ça, il y a aussi, c'est quitte à faire roi. Macron, il a été formellement élu par les Français en 2017 et en 2022. D'ailleurs, en 2022, il n'y a quasiment pas eu de campagne. Il a été formellement élu, mais concrètement, il a été nommé par une oligarchie qui a décidé que ce serait Macron. Et cette oligarchie qui essaie toujours de placer ses pions. On voit ces jours-ci comment d'un seul coup, tous les médias nous parlent de Louis Sarkozy. Enfin, c'est incroyable. C'est absolument... Parce qu'il est le fils d'eux. Et donc, on commence à préparer sa campagne à Menton. Enfin, on a des choses... C'est pareil pour Raphaël Glucksmann, avec la promotion de son épouse, rien moins qu'à la tête du JT de 20h sur la première chaîne de télévision française, sur la chaîne de télévision publique française, la deuxième chaîne. C'est incroyable. On est dans un monde de népotisme, d'ancien régime, en définitive. Alors, vous avez raison, on sent qu'il y a une crispation. Mais alors, comment ça va réagir ? Si vous voulez, comment ça s'est terminé, l'URSS ? L'URSS, c'est intéressant de voir la construction de la fin de l'URSS. Il y a eu... ce qui a fait chuter l'URSS, c'est finalement les impasses tous azimuts. Il n'y a pas eu une grande révolution populaire. Il n'y a pas eu des votes, il n'y a pas eu des référendums, des pétitions, des manifestations. Non. Le système était devenu ingérable, en fait. Par exemple, le drame de Tchernobyl en a été la preuve. Et Gorbatchev, qui avait été à la tête des services de renseignement, du KGB, c'est-à-dire à la tête des gens qui savaient bien ce qui se passait à l'extérieur, a voulu réformer l'ensemble. Et en réformant l'ensemble, il a dégagé des forces qu'il ne maîtrisait pas, avec, je me rappelle, des articles de journaux qui avaient été écrits en 1988, signés de Bernard Guetta, qui est maintenant député macroniste au Parlement européen, mais à l'époque, il était correspondant du journal Le Monde, à Moscou. Et je me rappelle qu'il expliquait qu'un jour, il était arrivé devant une devanture à Moscou où il y avait des gens qui étaient agglutinés
Et qu'il y avait parce qu'il y avait les gens qui voyaient qu'il y avait des choses inimaginables qui se produisaient, c'est-à-dire que la censure avait été levée. Et il y avait parmi les gens qui voyaient ça, il y avait des gens qui disaient, en fait, on s'est trompé depuis 1917. La censure avait été levée petit à petit, les gens avaient remis en cause tous les fondements du système. Et il y en avait d'autres qui disaient, vous n'allez pas nous expliquer qu'on s'est trompé depuis 74 ans. On est là dans cette situation. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir des gens, dont je fais partie, qui disent on s'est trompé depuis 1957. Et il y a une durée propre aux idées, une courbe d'hystérésis. Hein. La construction du socialisme, 1917-1991, ça fait 74 ans. Ben, si vous additionnez la déclaration Schuman 1950 plus 74, ben, ça nous fait 2024. Et si vous mettez ça à partir de 1957, le traité de Rome, eh ben, ça nous fait 2031. On est dans ces eaux-là. Hein. C'est-à-dire à peu près 3 générations. Oui. Donc on a une hystérésis des idées politiques. Et vous avez des gens qui disent, vous ne pouvez pas nous dire qu'on s'est trompé depuis tout le temps. Alors qu'est-ce qui s'est passé en URSS? Ben, ça s'est quand même effondré. Le truc n'allait pas. Et il y a eu une espèce de révolte. Rappelez-vous le coup d'État qui avait été fait en août 1991, de gens qui essayaient quand même de sauver un système qui n'était plus sauvable. Alors là-dedans, c'est les aléas de l'histoire. Moi, je ne sais pas de quelle façon ça va se passer. Je suis convaincu, enfin j'ai bâti toute la construction analytique du programme et le programme de l'UPR sur cette conviction forgée par la connaissance de l'histoire. Le système n'est pas viable. La construction européenne s'effondrera, mais c'est un peu comme dans les Saintes Écritures, nul ne sait le jour ni l'heure. On voit bien qu'il y a une accumulation de contradictions, comme auraient dit les marxistes-léninistes, hein, la pétrie de contradictions, qui ne fait que s'aggraver. Alors actuellement, on voit bien qu'ils essaient de museler la parole, de contrôler les paroles sur le web, sur Internet. Ils essaient de trouver la preuve, la justification du bien fondé de l'idéologie en augmentant le nombre des pays adeptes. C'est exactement ce qu'avait fait le camp socialiste. Moins ça marchait en URSS, plus vous aviez des États, le Mozambique, l'Angola, le Vietnam, etc., qui entraient dans le camp socialiste en fait pour avoir l'argent. Et c'est pareil. En fait, quand vous avez la Moldavie, la Bosnie-Herzégovine, ou je ne sais pas quoi, ou l'Ukraine qui veut entrer dans l'Union européenne, en fait, c'est évidemment pour avoir l'argent. Mais tout ça dans un contexte général où l'idéologie est en train de s'effondrer. Alors, moi, j'aurais tendance à dire qu'il va y avoir peut-être des périodes de crispation, mais il va y avoir aussi peut-être un effondrement du système général. Parce que, au fond, ce qui s'est passé en URSS, c'est que les gens eux-mêmes n'y croyaient plus. Les dirigeants eux-mêmes n'y croyaient plus. C'est ce qu'on sent en ce moment en France. Ben oui. Vous savez, vous avez par exemple la construction du socialisme. Vous avez vu la période des fondateurs. Oui. Vous avez eu Lénine. Bon, là, c'était les pères fondateurs. Eux, ils y croyaient. Bon, Staline faisait partie d'ailleurs des fondateurs. Et puis après ça, vous avez eu les enfants des fondateurs, enfin la génération des enfants. Donc eux, ils ont toujours vécu là-dedans. Donc c'était Brejnev, c'était Tchernenko, c'était Khrouchtchev. Ils avaient vécu, ils étaient nés là-dedans. Donc ils continuaient sans se poser trop de questions. Et puis il y a les petits-enfants. C'est pour ça les 3 générations dont je parlais. Eux, les petits-enfants, ils sont nés dans un univers où ils se déclaraient communistes parce qu'ils faisaient carrière, parce qu'il y avait un phénomène de nomenclatura, c'est-à-dire de verrouillage au profit d'une aristocratie, comme en France. Hein. Comme en France, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais ce sont en fait des profiteurs et ce sont des cyniques. Et à la moindre tempête, en fait, les gens, ils n'y croyaient pas. Tout le monde sait que Rappelez-vous comment ça s'est terminé. Le gendre de Brejnev, qui trafiquait, qui détournait de l'argent, la mafia du coton en Ouzbékistan, plus toute cette nomenclature, dès qu'ils avaient les moyens, qui passaient en Occident pour des vacances, pour acheter le maximum de whisky. Enfin, voilà, ils n'y croyaient plus. Là, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que nous sommes dirigés par des dirigeants qui ont le mantra européiste à la bouche, parce que c'est ça qu'il faut dire, parce que nous sommes dans une société, je suis désolé de le dire, mais qui a d'essence totalitaire. Elle n'est pas encore, il n'y a pas encore des camps de concentration ni le goulag, mais elle est d'essence totalitaire en ce sens qu'il faut avoir la génuflexion nécessaire devant les grandes vaches sacrées, voilà. Mais on voit bien que tous les responsables politiques, alors
a fortiori quand ils portent fermées dans leur cabinet, les gens ils savent bien que tout ça, ça marche plus du tout. Ouais. Voilà, donc on ne sait pas comment ça va se terminer. C'est possible qu'un jour, tout ça s'effondre brutalement. Moi, ce que ce que nous essayons de faire, il n'y a pas que moi, c'est que nous essayons de proposer aux Français une sortie sereine, sérieuse et réfléchie. La sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro, elle devrait pouvoir se produire de façon entre adultes. Ouais. Regardez d'ailleurs ce qui avait été dit sur le Brexit. On nous avait expliqué que ce serait c'était un truc de dingue. Rappelez-vous la propagande. Il allait y avoir des 300 ou 400 000 Britanniques qui allaient traverser le Channel, venir s'installer en France. Macron avait dit qu'il dressait le tapis rouge pour les gens de la City. On avait présenté Paris ça. serait la nouvelle City, ce qui n'est jamais arrivé d'ailleurs. Mais rien. Parce que la City est restée la City. Mais rien. C'est-à-dire, en fait, il ne s'est rien passé. Quoi. Ouais. Voilà. Donc, ça fait penser, vous savez ce qu'avait dit le général de Gaulle lorsqu'il y avait le putsch à Alger. Il avait dit le plus triste, le plus grave, c'est que ça n'est pas sérieux. Quoi. Voilà. Le pire, c'est que ça n'est pas sérieux. On est dirigé par des jeunes gens totalement immatures. Gabriel Attal, par exemple, qui est là, qui sur RD Lampion, qui réclame l'entrée de l'Ukraine immédiatement dans l'Union européenne. Mais il ne se rend pas compte de ce qu'il dit. Les conséquences financières, les conséquences en matière agricole, en matière migratoire, en matière de trafics en tout genre, parce que c'est quand même l'Ukraine. C'est des coûts. C'est la politique des coûts. Des coûts avec un P et avec un T. C'est la politique des coûts. On fait un coup médiatique, on fait ci, on fait ça. C'est comme, je suis désolé, mais la pétition de Philippe de Villiers, c'est un coût. Voilà, parce qu'on fait une pétition, les gens s'enflamment, on ne sait même pas quelle est la question. Parce que, d'ailleurs, c'est pas de lui, l'idée d'un référendum sur l'immigration. Ça a été lancé par le Front National. Et moi, c'est une idée que j'avais développée également dans mon programme en 2017, mais j'avais bien précisé plusieurs choses. C'est qu'un référendum sur les questions migratoires, puisque l'on en parle, n'a de sens qu'à partir du moment où on est déjà sorti de l'Union européenne. On récupère notre pouvoir. Et ensuite, effectivement, demander aux Français ce qu'ils veulent. Parce qu'on n'aura jamais demandé. Mais, comme sur tous les sujets, il faut faire preuve d'un peu de finesse. Vous ne pouvez pas avoir un référendum sur l'immigration, parce que c'est multiforme. Ça veut dire quoi? Par exemple, est-ce que oui ou non on fait le regroupement familial? Ça, c'est une question précise. Est-ce que oui ou non on accepte qu'il y ait des étudiants étrangers qui viennent en France? Ça, c'est une question précise. La réponse n'est pas évidente, parce que la France, elle ne peut pas se couper non plus de son rayonnement intellectuel, notamment dans tous les pays de la francophonie. Est-ce que oui ou non on accepte qu'il y ait une immigration pour certains métiers en tension? Tout le monde sait que dans les hôpitaux français, il n'y a pas assez de médecins. Bon, on peut le regretter. Enfin, si on arrive au pouvoir demain, il n'y a pas assez de médecins. On fait quoi? Donc, voilà. Donc, si vous allez dans des églises, quelque chose qui devrait concerner M. de Villiers, si vous allez dans une église dans la France profonde, que ce soit en Charente-Maritime, dans la Nièvre ou dans l'Aveyron, vous verrez que dans les églises, vous avez maintenant une partie importante du clergé qui vient de Côte d'Ivoire, qui vient du Togo. Moi, dans la Nièvre, il y en a un qui vient du Mexique. Voilà. Est-ce qu'on fait quoi? Alors certains vont dire que ce sont des anecdotes. Bien sûr que à ce niveau-là, c'est une anecdote. Mais au niveau macroéconomique, il y a des métiers en tension. Oui ou non, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que l'on maintient également ou est-ce que l'on supprime les aides sociales? Est-ce que l'on reconnaît ou est-ce qu'on ne reconnaît pas, par exemple, la polygamie? Personnellement, je suis assez choqué du fait que la France, étant un pays chrétien, nous refusons la polygamie. Mais dans les caisses d'allocation familiale, en fait, on reconnaît quasiment la polygamie. Ça ne va pas. Enfin, moi, c'est mon avis. Mais ce sont des débats qu'il faut avoir, sujet par sujet, au sein de l'immigration. Et je pense que ces débats devraient aussi se faire de façon apaisée, en se dégageant d'une stigmatisation en particulier d'ethnie ou d'une religion. Parce que c'est ça qui se cache en fait derrière le discours, c'est qu'en fait on stigmatise voilà, et vous avez des forces en France qui aiment jeter de l'huile sur le feu en ayant à l'esprit le conflit israélo-palestinien, comme si certaines forces s'ingéniaient à l'extrême droite comme à l'extrême gauche à vouloir recréer en France le conflit israélo-palestinien. Et moi, je dis qu'il faut au contraire que la France
soit bien consciente que, bon, il y a peut-être 600 000 juifs en France et peut-être 8 à 9 millions de musulmans en France, mais il y a 60 millions de Français qui ne sont ni juifs ni musulmans, et que le devoir d'un chef d'État, c'est de garder la paix civile. Moi, je suis désolé, lorsque je vois que M. Philippe de Villiers, dans sa pétition, il a fait ensuite des déclarations en disant « Si vous ne signez pas ma pétition, c'est la dernière séance avant la guerre civile », c'est pas un propos d'homme d'État, ça. Ouais. Un homme d'État, c'est pas ça. Un coup de com'. Oui, c'est en plus, vous savez, il y a des disclaimers à la fin de oui. Voilà, en fait, c'est pour vendre son livre qui sort le 8. Il y a tout un plan marketing. Il sort son livre le 8 octobre qui s'appelle Populicide. Donc l'idée, c'est de faire un succès de librairie. Voilà, c'est ça qui se cache. Dernière question, vous avez... bon, on sent que le climat se crispe. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes inquiet quand on voit l'assassinat de Charlie Kirk, quand on voit je dirais que des individus comme ça qui sont prêts, parce qu'ils refusent simplement d'être contredits par certains débatteurs, par certains hommes politiques, sont prêts à passer à l'action, aussi par, je dirais, cette pression administrative en France, cette pression des médias mainstream. Est-ce que vous arrive d'avoir peur, ou d'ailleurs d'être inquiet aussi pour l'avenir de votre mouvement politique, de pouvoir éventuellement vous représenter aux prochaines élections? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors, je dirais que la vérité est un petit peu nuancée. La société française n'est pas la société américaine. Aux États-Unis, tout le monde sait que les gens sont armés jusqu'aux dents. C'est pour ça que c'est très dangereux ce qui se passe aux États-Unis. C'est que ça peut déraper à tout moment. Enfin, il y a des mass shootings, c'est-à-dire des crimes, des assassinats de masse tous les jours aux États-Unis. Hein. Il y a des sites spécialisés qui ont renoncé à comptabiliser tous les assassinats par balle quotidiens. Ils commencent à les comptabiliser à partir du moment où il y a 3 morts. Vous voyez le truc. Bon, et il y en a tous les jours. Bon. C'est quand même pas la société française, on n'est quand même pas réduite à ça, parce que tout simplement, le port d'armes en France est quand même extrêmement, extrêmement serré. On va me répondre, et on aura raison, que dans certains quartiers, il y a justement des armes qui circulent librement de façon illégale. Ce que personnellement, je considère comme tout à fait inadmissible. Mais moi, dans mon esprit, si un jour j'arrive à l'Élysée, je ne dirais pas que les choses sont inadmissibles. Ça, je crois qu'il faut finir avec ça en disant c'est inadmissible, c'est intolérable, c'est inacceptable. De Gaulle, il ne disait pas que quelque chose était inacceptable ou intolérable. Il prenait des décisions pour que ce ne soit plus le cas. Voilà. C'est-à-dire qu'un chef d'État digne de ce nom en France, il irait cerner quelques quartiers chauds et il ferait des descentes avec l'armée s'il le faut pour voir quelles sont les caches d'armes. Voilà. Et on récupère tout ça. Voilà. Ouais. Réaffirmer l'autorité de l'État. Ça suffit d'avoir... Vous avez M. Retailleau, là, ça fait, je sais pas, des mois et des mois. C'est Taillot, Retailleau, mais il ne se passe rien, en fait. Il ne fait que parler. Et en fait, on a l'impression que ces gens ont peur de le rompre. Moi, ce que je crois profondément, c'est que les Français, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui leur dise la vérité, qui soit sérieux et responsable. Personnellement... Vous répondre à votre question, en 18 ans, je n'ai jamais été dans une situation où j'ai eu peur physiquement pour moi. Peut-être parce que les gens, je commence à être quand même très connu, hein, et dans la rue, il y a beaucoup de gens maintenant qui viennent me voir, et notamment de Français d'origine immigrée, et qui trouvent que ce que je dis est juste. Parce qu'il faut bien comprendre que, par exemple, lorsque je dis, je suis le seul responsable politique à dire qu'il faut intégrer dans la Constitution française le fait que la France est une république laïque, il faut y ajouter de tradition chrétienne. J'y tiens beaucoup, parce que ça permettra d'empêcher des dérives communautaristes comme on le constate. Et c'est quand même fort de dire ça. Je vois que M. Zemmour, personne n'a proposé cette réforme constitutionnelle qui permettrait de remplir le souhait des Français d'avoir un pays qui soit à la fois de tradition laïque, les gens ils se tiennent beaucoup, il n'y a pas une religion d'État, les gens ils ont le droit d'avoir leur religion, de changer de religion, de ne pas en avoir du tout, d'être athées, etc. Mais les Français dans leur grande masse, et y compris beaucoup de Français d'origine immigrée, y compris beaucoup de Français d'origine immigrée qui ne sont pas chrétiens, ils aiment bien que la France soit la France. Ils n'ont pas envie d'avoir la charia. C'est pas vrai. Il y a des forces en France
travaillé par les frères musulmans, par exemple, et l'Émirat du Qatar, qui font ça. Mais ça, c'est inacceptable. Mais qui accepte ça? Qui est-ce qui fricote avec l'Émirat du Qatar? Vous comprenez? Donc nous, moi, je dis les choses comme elles doivent être, et j'ai toujours beaucoup de respect pour les êtres humains derrière. Je crois que j'ai montré beaucoup ma confiance, ma connaissance. Voilà, par exemple, souvent je rencontre des musulmans qui ont été stupéfaits de voir que j'étais capable de citer un verset du Coran, que je savais des points de détail qui sont quand même pas des points de détail. Par exemple, le port du voile, vous savez, n'est pas dans le Coran. Hein, c'est dans l'un des hadiths, mais c'est pas dans le Coran. Donc c'est pas une révélation divine, c'est pas pareil. C'est un peu un détail, certains diront, mais ça veut dire que vous avez des pays comme par exemple l'Égypte de Nasser qui combattait les frères musulmans. Et vous aviez dans l'Égypte de Nasser et dans tous les pays du parti basse, inspirés de la laïcité à la française, où il y avait le port du voile était interdit. Donc il y a une... Et quand je dis ça devant un public musulman, les gens, ils aiment ce que je dis parce qu'ils savent que ça vient du cœur et que c'est sincère et que je respecte la religion musulmane, mais qu'il faut aussi qu'on se respecte soi-même. Ah, ça, c'est très important. Et du coup, ça me vaut... alors je touche du bois, peut-être qu'un jour il y aura un Librius qui... Mais je n'ai pas... Je n'ai jamais... Je me suis jamais senti dans une situation, comment dirais-je, de danger physique personnel. Alors, en revanche, là où vous avez raison, c'est que là, on a un vrai danger, c'est l'étouffement de la parole politique. Parce que quand nous étions beaucoup plus petits, en 2012-2014, j'avais plus accès dans les médias en 2014 que maintenant. En 2014, j'avais été invité par Laurent Ruquier dans son émission, où il y avait d'ailleurs Madame Léa Salamé qui m'avait attaqué contre ce qu'elle appelait mon anti-américanisme primaire. C'est une vidéo qui a beaucoup circulé, on en est à 2 800 000 vues, etc., qui d'ailleurs joue en ma faveur, parce que les gens voient que c'était il y a 11 ans, que je n'ai pas changé d'avis et que j'avais raison contre Madame Léa Salamé, d'ailleurs, soit dit en passant. Mais c'était en 2014. Aujourd'hui, nous n'avons plus rien. Mais rien de rien de rien. Rien, sauf au moment des élections et encore aux européennes. Aux européennes, je n'ai même eu rien sur France Inter. Je n'ai eu rien, quasiment rien sur le service public. On a eu des toutes petites mietouilles, des petites miettes de rien du tout. Donc ça, on le voit comme ça. Et ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant. De la même façon que ce qui est inquiétant, c'est de voir qu'il y a des maires qui nous refusent des salles, de la même façon qu'il y a dans toutes les mairies, sous couvert de la propreté des rues, on vous efface vos affiches qui sont collées à la sauvette. Je suis bien d'accord que c'est pas bien de coller à la sauvette. Mais si vous n'avez plus de salles pour vous exprimer, si on vous invite pas dans les grands médias, et si les affiches que vous collez à la sauvette, elles sont retirées, comment est-ce que les gens nous connaissent? Donc c'est cet étouffement, si vous voulez, beaucoup plus vicelard, en fait, que je vois arriver, avec aussi toute une série de stratégies d'invisibilisation. Voilà. Est-ce qu'il y en a plus qu'en 2017, par exemple? Aujourd'hui, vous diriez qu'en 2025... En 2017, quand j'ai été candidat à l'élection présidentielle, l'oligarchie ne l'avait pas vu venir. Il y a je ne sais pas si on peut l'appeler un de vos confrères, mais c'était Jean-Michel Apathy, pour ne pas le nommer, qui, lorsque j'avais été reçu sur France Info TV un matin, avait dit à l'un de mes collaborateurs, on invite M. Asselineau cette fois-ci parce qu'il a ses parrainages, mais on ne l'invitera plus jamais après, sauf en 2022, s'il a ses parrainages, ce que je ne pense pas qu'il aura. C'est une prophétie qui a été réalisée. C'est-à-dire qu'après l'élection présidentielle, je n'ai plus jamais été invité sur le service public. Et en 2022, il y a eu une campagne contre moi, une campagne de diffamation, d'attaque personnelle. Il y a eu... Tous les maires de France ont reçu des lettres de corbeaux contre moi. Donc, il y a quelqu'un qui a dû mettre 30 ou 40 000 euros derrière, vous vous rendez compte? Donc, il y a vraiment une chape de plomb. Et ce que je vois venir aussi, c'est ce qui s'est passé en 2016, et ce qui avait commencé aussi d'ailleurs en 2021, parce qu'on a quand même eu 293 parrainages en 2022, malgré cette campagne de diffamation. En 2017, j'ai eu 587 parrainages. C'est-à-dire qu'il y a une façon très subtile de m'invisibiliser, d'invisibiliser le Frexit,
c'est de faire mousser un comparse qui tient des propos un peu de souveraineté, d'identité nationale, d'indépendance nationale. On va le mettre en avant. Alors en 2016, le rôle avait été dévolu à Montebourg. Et Montebourg, il a vu 5% du temps de parole au cours de l'année 2016. Et donc, nous, on n'avait rien. Nous, on cherchait des parrainages sur le terrain. On savait que lui n'en cherchait pas. Parce que quand vous allez sur le terrain, que vous rencontrez des maires, les maires, ils parlent. On leur dit, est-ce que vous avez vu un tel ou un tel? Donc vous savez, oui, ils avaient vu Lutte ouvrière qui cherchait des parrainages. Ils avaient Montebourg, rien. Zéro. Mais il était présenté dans tous les médias comme candidat à l'élection présidentielle. Parce que n'importe qui peut se déclarer candidat à l'élection présidentielle. Et pendant qu'on faisait ça avec Montebourg, nous, on passait sous la train. Résultat des courses, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, quand j'ai eu mes parrainages, à ce moment-là, les médias ont été obligés de parler de moi, mais il n'y avait plus que 4 semaines avant le premier tour. Donc je suis arrivé, si vous voulez, au premier tour, il y avait peut-être 5% des Français qui me connaissaient un peu. Même si j'étais passé une fois ou deux. Mais regardez, toutes les personnes qui m'écoutent là en ce moment, qu'elles demandent autour d'elles, des copains, des amis, de la famille, des personnes âgées, parce que les personnes âgées votent, à une grand-mère, un oncle, etc. Dans les provinces, demandez est-ce que vous connaissez Asselineau et Huppert, vous serez surpris du résultat. Il y a énormément de gens qui ne connaissent pas. Parce que il faut la connaissance, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ouais. C'est comme ça que ça se passe. Donc là, ce que je crains pour 2027, ben, c'est qu'on nous fasse la même chose. Parce que Montebourg, au bout du compte, au dernier moment, eh bien, il n'y avait pas ses parrainages. Voilà. Et là, ce que je crains, ben, c'est que ça soit un petit peu la même chose et que les médias fassent mousser des personnalités et qui, au dernier moment, ben, ils ne se présenteront plus. Voilà. Parce que, par exemple, une chose qui me paraît certaine, c'est que je ne pense pas qu'il y aura à la fois M. Zemmour, à la fois Mme Knafo, à la fois M. Philippe de Villiers, qui seront candidats. Bon, il y en aura peut-être un des trois, mais pas les trois. Bon. Mais ils occupent le terrain. Voilà. Et donc, pendant ce temps-là, nous, zéro. Alors, c'est pour ça que d'abord, je vous remercie de m'avoir invité, mais c'est aussi pour ça que je crois qu'il faut vraiment comprendre que on est un petit peu dans la situation, si vous me le permettez, des chrétiens des premiers siècles. C'est-à-dire, c'est une contre-société qu'il faut faire, qu'il faut se développer et avoir recours beaucoup aux réseaux sociaux. Nous, on met le paquet, on l'a mis sur les réseaux sociaux. On a des résultats qui sont quand même très bons. UPR TV, on a 502 000 abonnés. On a dépassé les 116 millions de vues cumulées. On est le parti politique qui avons la plus forte couverture sur UPR TV. J'ai créé par ailleurs ma chaîne où on a 116 000 abonnés, donc qui commence à monter aussi en puissance. Ouais. Donc ça, ce sont... Alors il y a des gens qui disent oui, mais les vues ne font pas les votes. Je sais bien. Mais enfin, les vues font la notoriété, bien sûr. Et c'est ça qu'il faut développer, c'est cette notoriété et qui monte. Je voudrais terminer sur cette note d'espoir, si vous me le permettez. C'est que regardez ce qui s'est passé en Roumanie. Il faut que les Français arrêtent d'être hypnotisés. Ils souffrent d'une espèce de syndrome de Stockholm. Hein. Ils ont été pris comme ça, par des forces qui leur mettent devant la télé qu'il faut voter pour Bardella, mais ça va pas. Enfin, est-ce que vous comprenez que, je ne sais pas, qui peut croire que M. Bardella, qui va fêter ces jours-ci, je crois, ses 30 ans, qui n'a pas de foyer, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas d'expérience professionnelle, il est sorti à 16 ans, il est entré au Front National et profitant de son physique avantageux où il fait des selfies, c'est ça qu'on va avoir pour négocier face à Poutine ou Xi Jinping. Enfin, il n'y a aucune société humaine au monde qui peut sciemment envoyer quelqu'un à la tête d'un État ayant la force de frappe nucléaire et la 7e économie du monde. On va quand même pas envoyer quelqu'un qui a un pédigré aussi infime que ça. Ça va pas. Ça va pas. Et si c'est pas M. Bardella, on nous propose M. Attal. Ou si c'est pas M. Attal, on va bientôt nous sortir M. Louis Sarkozy. Enfin, ça va pas. Et ça, c'est spécifiquement dans les pays, d'ailleurs, de l'Union européenne. On a vu des gens comme Kaja Kallas, qui avait 35 ans. On avait eu aussi Trudeau de funeste mémoire au Canada. Donc c'est dans les pays d'OCDE où il y a des forces on a l'impression qu'ils s'ingénient à pousser en avant des gens qui n'ont pas de compétences. Pourquoi ? Parce que ce sera des personnes qui ne feront que des relations publiques. Ça ne sera jamais qu'une espèce de présentateur de télé avec un prompteur et qui lira ce qui est préparé par d'autres. C'est de ça qu'il s'agit. Selon les Français, ils ont besoin, c'est quelqu'un
excusez-moi de le dire, mais qui a de l'expérience, quelqu'un qui en a pris plein, qui s'est ramassé des échecs, qui s'est ramassé des baffes, et qui a de l'expérience, qui a de la connaissance et une grande connaissance du monde et du monde international. Regardez les grands pays du monde aujourd'hui, que l'on soit pour, qu'on soit contre, personne ne peut nier que Vladimir Poutine restera comme un des très grands dirigeants de l'histoire russe. Il a 72 ans. Ouais. Bon, personne ne peut nier que Xi Jinping restera comme un des très grands dirigeants de l'histoire de Chine. Il est en train de faire de la Chine la première puissance militaire mondiale, industrielle et tout. Bon, il a le même âge, 72 ans. Personne ne peut nier que Narendra Modi est en train de faire la même chose avec l'Inde. Il doit avoir quelque chose comme 79 ans. Personne ne peut nier que Trump, avec les qualités et les défauts qu'il a, il est en train de changer l'histoire de l'Amérique d'une façon extraordinaire, alors qu'il a 78 ans, etc., etc. Donc, je ne fais pas un éloge de l'âge pour l'âge, mais il faut avoir quelqu'un qui ait de l'expérience, de la compétence. Et il faut, de ce point de vue-là, que les Français se ressaisissent, parce qu'au bout du compte, la solution, c'est eux qui la détiennent. C'est eux qui la détiennent. Il faut qu'ils se disent, et j'invite ici toutes les personnes qui me suivent et qui croient dans notre mouvement politique, il faut qu'ils fassent de la pédagogie autour d'eux en disant à leurs parents un peu âgés ou à leurs copains ou à leurs copines, ressaisis-toi. Il y a d'autres offres politiques que celles que l'on montre sur le TF1 20h. Merci François Asselineau pour cet entretien passionnant. Je vous dis à très bientôt et bon courage. Vous l'avez dit, votre chaîne YouTube, on peut la trouver en tapant UPR TV. UPR TV, voilà. Et si je peux me permettre un dernier mot, le samedi 28 septembre, donc dans quelques jours, nous avons notre grande université d'automne qui se tient à Valère, dans l'Indre-et-Loire, juste à côté du château d'Azel-Rideau, avec 2 grandes tables rondes fantastiques qui seront le matin la liberté d'expression et l'après-midi le monde occidental. Est-il en décadence et la France est-elle en voie de sous-développement? On aura des personnalités connues comme Idriss Aberkane qui va venir, Amélie Ismaili, qui est une journaliste qui a enquêté sur les fact-checkers, sur Conspiracy Watch. On aura Pierre-Alexandre Bouclet, qui est le président de Radio Courtoisie et qui est également le directeur marketing de Chrétiens d'Orient. Nous aurons John Logland, qui est un universitaire britannique, qui est un peu le père spirituel du Brexit. Philippe Béchade, qui est un économiste connu. Et quelqu'un, enfin, qui est moins connu, qui est David Cozandet, qui est un docteur en physique quantique et qui travaille dans une banque en Suisse. Et surtout, l'auteur de quelques essais retentissants, qui n'ont pas eu d'ailleurs le retentissement qu'ils auraient eu, mais que j'ai invité parce qu'il a écrit un livre à la fin des années 90 qui s'appelle Le secret de l'Occident. Et voilà, d'où vient la force de l'Occident et d'où vient le marasme actuel. On va voir ça samedi. C'est ouvert à tout le monde. Renseignements sur upr.fr, notre site internet. Merci François.